Emmanuel Macron l'a annoncé lors de son discours de lundi dernier. En France, le confinement continuera, au moins jusqu'au 11 mai prochain. C'est une nécessité sanitaire et on sait que son gouvernement, allié des grandes fortunes, allié du big business, ne s'y est résolu qu'à contre-cœur et fait d'ailleurs pression pour que les salariés de certains secteurs pourtant non essentiels demeurent à leur poste en dépit des risques. On sait aussi que la calculatrice de ceux qui nous gouvernent continue de fonctionner. Comme nous l'a rappelé il y a une semaine le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau. Pendant le confinement, pendant cette deuxième quinzaine de mars, l'économie française a perdu environ un tiers, nous disons moins 32% de son niveau d'activité. Pour le dire à l'envers, l'économie française tourne aux 2/3 de sa vitesse habituelle. Si on rapporte ça à l'ensemble du premier trimestre, ça veut dire moins 6% sur l'ensemble du premier trimestre. Et si je rapporte toujours la même quinzaine à l'ensemble de l'année, ça veut dire que chaque quinzaine de confinement nous coûte à peu près 1,5% de niveau de production, de niveau de PIB. Emmanuel Macron avait répété dans son avant-dernier discours l'expression « quoi qu'il en coûte ». Son gouvernement et lui sauveront l'économie française quoi qu'il en coûte. On se souvient aussi qu'il nous disait, avant tout ça, il n'y a pas si longtemps, qu'il n'y avait pas d'argent magique. Où ramasse-t-il donc tous les sous qui semblent sortis miraculeusement de sa besace ces dernières semaines? C'est son ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui en parle le mieux. Entre des milliers de faillites et la dette, nous avons choisi la dette. Et je pense que c'est le seul choix responsable. Donc nous acceptons d'avoir une dette qui va atteindre 112% de notre richesse nationale pour créer une digue contre les faillites et contre l'effondrement de l'économie française. Mais ça ne peut être qu'un choix provisoire. Et je l'ai toujours dit, à la sortie de cette crise, il faudra faire des efforts. Qui devra donc faire ces efforts? Le capital, gourmand et imprévoyant, sauvé plusieurs fois de ses turpitudes par le contribuable, ou alors les travailleurs, qui n'en peuvent plus d'être pressurisés et ne cessent de le dire dans la rue depuis au moins 2016. Le MEDEF, principale organisation patronale française, semble ces derniers jours nous montrer quel est son point de vue à ce sujet. Je vous rappelle que le plan d'aide en cause, il va devoir être remboursé. Les reports de charges, elles vont devoir être repayées. Les prêts garantis par l'État, ils vont devoir être remboursés. Donc tout le monde va devoir faire quelque chose et les salariés, pour une période temporaire d'urgence, eux aussi, à un moment donné, devront, pendant une période limitée, peut-être travailler plus pour rattraper ce qui s'est passé. À quel sacrifice nouveau les citoyens doivent-ils s'attendre? Qui va leur présenter la facture et sous quelle forme? Pour répondre à ces questions, on fait appel à David Keila, maître de conférences à l'université d'Angers et membre des économistes atterrés. Pour lui, nous allons très vite faire face à 3 gros problèmes. La dette de l'État, qui est en train de gonfler, les pertes des entreprises, tout naturellement, mais aussi, et c'est ce qu'il redoute le plus, un cataclysme bancaire. Moi, je pense qu'on aura une dette publique qui va passer de 100% du PIB à 120, 130, 140%. Ça va dépendre de la durée du confinement. Mais concrètement, c'est pas ça qui m'inquiète. Parce qu'un État qui a, mettons, même 150% d'endettement public n'est pas insolvable. Je veux dire, au Japon, on a largement dépassé 200%. Donc en Grèce, qui était limite, mais qui est un tout petit pays, elle est montée à 180% d'endettement public. Donc on ne serait pas à ce niveau-là, quoi qu'il arrive. Non, le problème, c'est plutôt ce qui va se passer au niveau des entreprises privées et des banques. Et là, il y a une vraie question, de mon point de vue, c'est que les entreprises ont beaucoup emprunté en profitant des taux faibles ces dernières années. On a quand même des empires comme celui de Patrick Drahi qui est entièrement fondé sur l'endettement, qui possède BFM, etc., et plein d'autres organes de presse. Et ces entreprises, eh bien, elles sont en train, qui sont très endettées pour certaines, qui sont parfois à la limite de la solvabilité, y compris les petites PME, eh bien, elles perdent beaucoup de revenus, de recettes. Et elles ont des charges qui continuent de se faire, des loyers à payer, des charges financières. Et en fait, beaucoup d'entre elles vont faire faillite. Ça me paraît à peu près évident. Malgré les aides de l'État, parce que les aides de l'État, elles compensent, elles demandent, elles disent oui, on peut reporter certains paiements, mais pas forcément les annuler. Et puis surtout, rien n'est prévu pour la question des loyers. Et donc, si les entreprises font faillite, on va perdre une grande partie de la production. Et puis surtout,
eh bien, ça va entraîner une perte au niveau des banques. Et c'est cette perte au niveau des banques qui, moi, personnellement, m'inquiète, puisque ces entreprises qui pourraient faire faillite, eh bien, elles ont des crédits bancaires, hein, c'est bien le principe. Et si bien les banques en Europe perdent tout en même temps énormément de créances, eh bien, que va-t-il se passer sur la solvabilité des banques? Est-ce que justement on ne peut pas considérer que ce sera alors le rôle de l'État de prendre la place de ces banques dont le rôle économique a souvent été négatif et de ces entreprises, ces grandes entreprises, notamment les entreprises de type l'empire de Drahi, Altis, qui finalement ont beaucoup joué. Est-ce que c'est le rôle aujourd'hui du contribuable de venir réparer les erreurs des banques et des entreprises? Est-ce qu'on va profiter de cette crise pour créer un autre paradigme plus fondé sur la puissance publique, sur les PME, sur le tissu productif local? Alors bien sûr qu'il est question de sauver des entreprises, par exemple Air France, hein, Bruno Le Maire est prêt à nationaliser Air France. Il faut voir que Bruno Le Maire, c'est comme celui qui a voulu privatiser ADP, donc maintenant c'est plus question, hein, et maintenant qu'il commence à proposer des nationalisations. Donc là, on comprend parce qu'il s'agit d'un service public important. Peut-être que d'autres grandes entreprises comme ça pourraient être nationalisées, et puis on pourrait laisser faire faillite des entreprises comme Mediatik, comme celle de Patrick Drahi ou d'autres. Alors après, on va peut-être pas nationaliser toutes les PME, et là, on a un problème particulier. Mais là où les choses sont plus compliquées, c'est dans la question des banques. Parce que laisser les banques faire faillite, ça veut dire de fait, il faut bien comprendre que les créanciers des banques vont perdre de l'argent. Or, les créanciers des banques, ce sont vous et moi, c'est toutes les personnes qui ont des dépôts bancaires. Quand vous déposez de l'argent dans votre banque, hein, votre solde, eh bien, c'est une créance que vous détenez sur votre banque. Et donc, la loi des faillites, elle est claire. Quand une banque fait faillite, eh bien, alors quand une entreprise fait faillite, eh bien, ses créanciers perdent de l'argent. Mais quand une banque fait faillite, la loi permet à ce que on a un fonds de garantie européen bancaire qui va se substituer, qui va permettre de protéger les épargnants. Mais ce fonds, il n'est absolument pas suffisant pour faire face à une crise systémique. Et donc, en deuxième rideau, eh bien, il y a l'État qui doit garantir les dépôts à hauteur de 100 000 euros. Mais là, ça pose quand même un problème. Parce que si toutes les banques, et si on est face à une faillite systémique du système bancaire, l'État ne pourra jamais assumer la garantie des dépôts telle qu'elle est prévue par la loi. Donc moi, je m'interroge. Je veux dire, on peut pas juste dire laissons les banques faire faillite. Enfin, je veux dire ça, c'est considérer qu'on n'a rien à faire de préserver les dépôts des ménages et des entreprises aussi. Or, si on laisse l'ensemble des banques faire faillite, de fait, on n'a plus accès à son argent. Les entreprises ne peuvent plus payer leurs salariés. On n'a plus accès non plus aux moyens de paiement. Donc, c'est quelque chose d'assez grave. C'est la raison pour laquelle je ne pense pas qu'on laissera les systèmes bancaires faire faillite. Mais tout dépend du coût. Alors, évidemment, le coût va dépendre de la durée du confinement, du nombre d'entreprises qui font faillite, de la solidité des garde-fous qui existent dans le cadre de l'union bancaire. Mais cela dit, il faut bien comprendre qu'une banque, elle ne peut assurer la solvabilité de ses créances qu'à hauteur de 10%. Moins de 10%, ce qu'on appelle le ratio de solvabilité des banques, c'est 8-9% en général. Ce qui veut dire que si une banque perd 10%, c'est-à-dire que les créances qu'elle détient, il y en a 10% qu'elle perd, eh bien, elle est en situation de zéro. Et puis, si elle en perd plus, eh bien, elle est en faillite. Et c'est pas une marge extrêmement importante. Je veux dire, dans une crise telle qu'on la connaît aujourd'hui, si de très nombreuses entreprises ne remboursent plus leurs créances, ce qui arrive de toute façon en temps normal, mais si là, on multiplie les non-remboursements à cause de la crise, alors là, on va, à mon avis, se retrouver face à un problème. Est-ce que ce n'est pas déjà inéluctable? Est-ce que ce n'est pas déjà acquis que de nombreuses banques vont fermer? Est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui de voir comment protéger, disons, le petit épargnant et comment finalement faire absorber le coût de ces faillites aux épargnants, entreprises et ménages qui en ont les moyens, puisqu'on ne pourra pas sauver l'épargne de tous? Est-ce que la question politique du choix de ceux qui pourront être sauvés ne se pose pas déjà? Ah ben si. Alors,
Prenons les choses par ordre. D'abord, ce qui est la priorité actuelle du gouvernement, enfin des gouvernements européens et puis même aux États-Unis, c'est de sauver ce qui peut être sauvé. C'est-à-dire quand même d'essayer de sauver les entreprises, d'essayer de donner un peu d'argent aux ménages pour qu'ils puissent continuer de consommer un minimum. Bon, ça c'est, on va dire, le moment où nous sommes maintenant. Tout en se disant, bon, si la crise ne dure pas trop longtemps, eh bien, tout va peut-être pas faire faillite. Le problème, c'est que plus la durée du confinement s'allonge, moins ce scénario paraît probable. Enfin, il faut bien comprendre que, imaginons même que dans le meilleur des cas, début mai, on déconfine. Ça ne sera pas un déconfinement total, on l'a déjà bien compris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que certains, par exemple dans les restaurants, peut-être qu'ils réouvriront, mais ils réouvriront avec des distances sanitaires entre les tables suffisantes. Mais ça veut dire que le restaurateur qui avait une salle de 50 tables, par exemple, va se retrouver à avoir une salle de 20 tables. Et là, ça veut dire qu'il a toujours un loyer à payer, il a toujours des charges financières. Et donc, si c'est ça jusqu'à ce qu'on trouve le vaccin, c'est-à-dire pendant 1 an, il y a de fortes chances pour que beaucoup de restaurateurs fassent faillite. Bon, ça, c'est qu'un exemple. Mais est-ce que les Français ils continueront de voyager? Sans doute pas. Est-ce que les frontières resteront ouvertes? Là aussi, c'est pas clair. Donc, on va avoir toutes les entreprises des tour opérateurs, le tourisme, etc., qui va beaucoup souffrir. Et ça, c'est encore que 2 exemples. Mais si le commerce international ne marche plus, si les gens consomment moins, on aura moins de production industrielle. Donc, au final, même si on déconfine maintenant, on aura une récession. Et on aura une récession, y compris en période hors confinement par rapport à une période normale. Donc, dans toute récession, il y a des faillites. Donc c'est vrai. Je reprends le fil là où tu l'as laissé, mais c'est vrai que on va avoir à gérer une économie avec des faillites importantes et donc à gérer des faillites bancaires. Et là, moi, je suis d'accord, c'est ça quelque part qu'il faut faire, c'est que tout cela nécessite une décision politique. Qui on sauve et qui on ne sauve pas. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important parce que l'économie, je veux dire, naturelle, c'est pas un ordre naturel, l'économie. Et le marché, c'est pas un truc naturel. C'est toujours géré par l'État et par globalement la collectivité des gens. Et donc, s'il faut faire disparaître de la dette, il faudra faire disparaître des créances et donc faire disparaître de l'épargne. Et toute la question va être de savoir comment on choisit l'épargne qui disparaît et comment on protège d'autres épargnes. Dans une série de tweets très intéressants, David Kayla a présenté les différents scénarios en vue d'absorber dans le futur les grosses pertes qui sont enregistrées aujourd'hui et qui seront enregistrées demain. Le premier scénario est le plus conforme à l'idéologie néolibérale de ceux qui gouvernent la France et la majorité des pays européens. C'est celui de l'austérité. Pour mieux rembourser la dette, on tire vers le bas les salaires, les retraites, les prestations sociales, naturellement, et le rendement des produits d'épargne populaire, comme le livret A. Dans le même temps, on augmente les impôts des classes moyennes, les impôts des classes populaires. Pour David Kayla, ce schéma ne pourra pas fonctionner cette fois-ci, y compris lorsqu'on adopte le système de valeurs du néolibéralisme. On a vu ce qui s'est passé en Grèce. D'abord, il y a eu quand même des bouleversements politiques extrêmement importants en Grèce. Ça a complètement déstabilisé le pays, les politiques d'austérité très fortes qui ont été menées. Mais en plus, ça n'a pas rendu le pays solvable. Et ça, le FMI lui-même, qui n'est pas un organisme gauchiste, l'a bien expliqué en disant le multiplicateur keynésien, il est supérieur à 1. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on diminue de 2 points de PIB les déficits, eh bien, on va diminuer la croissance de plus que 2 points. Concrètement, ça veut dire que le pays qui mène une cure d'austérité, au lieu d'améliorer sa solvabilité, il l'a détruit. Et ça, je veux dire, aujourd'hui, tous les économistes en ont parfaitement conscience. Deuxième chose, c'est que une politique d'austérité ponctuelle menée par un pays isolé peut éventuellement être rattrapée par la croissance des autres pays. C'est-à-dire qu'on perd en demande intérieure, mais on va trouver des débouchés à l'extérieur. C'est comme ça que la Suède, par exemple, a pu mener une politique d'austérité sans voir son économie totalement s'effondrer. Pareil dans les années 90, pareil pour le Canada. Mais là, clairement, ce n'est pas du tout la situation. La situation, c'est que si on doit organiser une politique d'austérité, elle va se faire partout dans tous les pays du monde de la même façon. Et donc, il n'y aura pas de possibilité de compenser la baisse de la demande intérieure par une demande extérieure. C'est la raison pour laquelle, je veux dire, ça serait juste suicidaire. Après, je suis d'accord, nos gouvernements peuvent être complètement idiots et ce ne serait pas la première fois qu'ils le seraient.
Il y aura des élections aussi, sans doute, en 2022. Ça va être quand même assez difficile, de mon point de vue, à pratiquer une politique d'austérité et ça risque d'entraîner un chaos politique total. Parce que ça ne marchera pas, en fait. C'est bien ce qu'il faut comprendre. Ça ne marchera pas, y compris du point de vue des financiers. C'est-à-dire que la solvabilité de la France va se dégrader. Face à l'impasse du catéchisme des économistes de type orthodoxe, certaines idées fleurissent. Parmi elles, un concept qui porte un nom intrigant, la monnaie hélicoptère. Il y a 2 économistes, Jésabel Coupé-Soubeyran et Aurore Lalucque, qui ont écrit une tribune dans le Nouvel Observateur dans laquelle elles prévoient d'organiser un financement par la Banque centrale européenne, d'abord des États, dans le cadre de la crise actuelle, c'est-à-dire les États sont financés par la Banque centrale, qui donne de l'argent, qui crée de la monnaie, et ensuite ils redistribuent cet argent aux entreprises, aux ménages pendant la crise. Et puis dans un deuxième temps, une fois le confinement terminé, eh bien, la Banque centrale financerait directement les ménages et les entreprises par création monétaire. C'est ça l'idée de la monnaie hélicoptère. Alors, cette idée, moi je la trouve pas forcément très pertinente pour… la première partie, c'est-à-dire financement des États par la Banque centrale, je trouve que ça, c'est quelque chose d'intéressant. Mais la deuxième partie me semble plus critiquable pour 2 raisons. D'abord parce que cet argent, si c'est la Banque centrale qui le donne, il n'y aura pas de contrepartie a priori. C'est l'argent hélicoptère, on donne de l'argent. Qu'est-ce que les entreprises vont faire avec ça? Qu'est-ce que les ménages vont faire avec ça? C'est pas clair. Et par ailleurs, donner à tout le monde la même chose, c'est pas quelque chose qui pour moi me semble juste. Et puis, ça repose quand même sur l'idée que les mécanismes marchands fonctionnent bien. Or, ce qui risque de se passer au moment de la sortie de crise, c'est que des entreprises auront fait faillite. Leur donner de l'argent ne changera pas grand-chose à cela, puisqu'elles auront peut-être parfois déjà fait faillite ou qu'elles seront dans une situation extrêmement difficile, surtout si on donne à tout le monde la même chose. Et donc, si on donne aussi de l'argent aux ménages, les ménages, ils vont chercher à dépenser cet argent, mais en face, ils auront des entreprises qui ne pourront pas produire ce qu'ils souhaitent. Donc, il y a un peu un jeu de dupes. Donner de l'argent, c'est pas la même chose que de créer de la richesse. C'est-à-dire, l'argent n'existe que si en face, il y a une richesse à acheter. Donc, il me semble pas forcément pertinent de réaliser ça, d'autant plus que c'est fait par la Banque centrale, c'est-à-dire par une autorité qui est indépendante, qui n'est pas démocratique. Moi, je préférerais beaucoup plus que la Banque centrale finance les États et que ces États, via leur Parlement, parce qu'il y a forcément nécessité d'avoir une démocratie, décident qui doit avoir quoi selon des critères qui sont des critères décidés politiquement. Lorsqu'on donne à la Banque centrale un pouvoir de donner de l'argent aux gens directement, sans passer par les États, moi, ça me pose un problème. Voilà, je veux dire un problème démocratique. Et puis aussi la question écologique, c'est-à-dire que si la Banque centrale donne de l'argent aux entreprises et aux ménages, elle encourage une consommation qui peut être une consommation destructrice pour l'environnement. Il n'est pas possible de flécher cette consommation. Et aussi la question du commerce international. Les ménages peuvent aussi choisir d'acheter des produits low cost venus d'Asie plutôt que de redonner vie au tissu industriel, au tissu entrepreneurial de leur pays ou de l'Europe. Et de la même façon, les entreprises peuvent utiliser cet argent pour financer des investissements, des délocalisations. Donc, il y a l'idée de donner de l'argent à tout le monde, l'idée d'une confiance implicite à accorder au marché. C'est-à-dire qu'on pense que les gens, avec cet argent, ils vont faire des choses qui seront utiles, mais ce n'est pas forcément le cas. C'est la raison pour laquelle j'insiste sur l'importance que l'État soit au cœur de la gestion de crise maintenant et puis aussi de la reconstruction du monde d'après. Parce que l'État, c'est pour l'instant la seule entité démocratique qui existe. Selon David Keïla, la solution la plus efficace pourrait être l'annulation pure et simple de la dette des États membres de l'Union européenne, ce qui leur redonnerait une marge de manœuvre, la marge de manœuvre nécessaire pour engager, sous le contrôle des citoyens, la bataille contre la pandémie, la relance économique et la transition écologique. C'est en gros la proposition de Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France insoumise. L'idée de Jean-Luc Mélenchon, c'est effectivement non pas simplement de financer l'État par la Banque centrale, c'est-à-dire que la Banque centrale prête de l'argent à l'État, c'est en fait en même temps d'annuler la dette de l'État vis-à-vis de la Banque centrale. Alors, c'est simple, c'est-à-dire que la Banque centrale achète des titres publics, mais à des taux d'intérêt négatifs et qui soient perpétuels. Et donc, dans cette configuration, les titres vont s'éteindre d'eux-mêmes, en fait. C'est-à-dire que l'État n'aura jamais besoin de rembourser la Banque centrale. Donc, ça va… en fait, c'est un peu une forme de création monétaire pour les États, mais techniquement, ça ne se présente pas comme ça, et c'est ça que je trouve intéressant dans l'idée de Jean-Luc Mélenchon.
Alors, le problème, évidemment, c'est que cela est rigoureusement interdit par les traités européens. C'est-à-dire que concrètement, les banques centrales n'ont pas le droit de financer directement les États. Et ce problème procédural, à la limite, pourrait être détourné, puisque la Banque centrale a déjà un peu en partie réinterprété ses règles de fonctionnement. Le problème, c'est que pour que la Banque centrale puisse faire des choses comme ça aussi hétérodoxes, il faudrait quand même un minimum l'accord de tous les pays membres de la zone euro, de l'Allemagne, des Pays-Bas, etc. Or, ces pays, ils n'ont pas du tout les mêmes intérêts que les pays débiteurs, puisque ce sont en fait des pays créanciers. Et donc, ça me paraît difficile d'envisager ce genre de politique qui vise à effacer les dettes des États, alors même que des pays sont structurellement créanciers, comme l'Allemagne, ou l'Autriche, ou les Pays-Bas. Et donc, ils auraient beaucoup à perdre si on commençait à dire, en fait, finalement, les dettes, on peut ne pas les rembourser. Pour eux, c'est absolument essentiel. L'Allemagne, c'est une énorme économie. 8% de son PIB, l'équivalent de 8% du PIB allemand, c'est énorme, chaque année, va se placer à l'étranger. Donc, c'est un pays qui dégage, qui possède des créances sur de très nombreux pays, en particulier sur l'Europe du Sud. Donc, de leur point de vue, commencer à dire, on peut ne pas rembourser les dettes, on peut utiliser la Banque centrale comme une bad bank, alors que, par exemple, l'Allemagne a un attachement extrêmement fort à l'idée d'une monnaie qui ne soit pas inflationniste, tout ça me paraît difficile politiquement à mettre en œuvre. À mon avis, c'est la meilleure solution. Je veux dire, on est dans une situation de crise, il faut trouver des solutions un peu nouvelles. Mais on n'est pas souverain sur l'euro. Je veux dire que ce n'est pas la France qui décide, ni l'Italie. Il faut qu'il y ait une unanimité entre les pays, puisque c'est la monnaie partagée de tous ces pays-là. On touche du doigt le problème de fond qui ralentit la riposte de chacun des pays européens, notamment de la France, face à l'énorme crise économique et financière qui vient. L'Europe, c'est un conglomérat d'intérêts divers et souvent contradictoires. Et les interminables marchandages entre les pays membres finissent par accoucher de compromis boiteux, voire inutiles, qui en tout cas ne régleront rien. Là où certains économistes appelaient à des Corona Bonds, un outil qui aurait permis de partager le fardeau de l'accélération de l'endettement rendu incontournable par la situation, on en arrive finalement à une petite adaptation d'un mécanisme européen de stabilité pourtant inadapté. Ce mécanisme européen de stabilité, c'est une institution qui a été créée pour répondre à la crise de l'euro en 2012. 2012-2013, c'est le moment où on a créé cela. Et en fait, c'est une entité qui emprunte pour prêter aux États qui ont des difficultés pour emprunter sur les marchés. Donc, en gros, au moment où l'Espagne, la Grèce, le Portugal et l'Irlande ne pouvaient plus emprunter sur les marchés, on a créé cette institution pour qu'ils empruntent pour eux. Alors, cette institution peut emprunter sur les marchés parce qu'elle dispose de la garantie des autres pays membres de la zone euro, et en particulier de l'Allemagne et de la France, et même de l'Italie, puisque l'Italie n'a pas emprunté auprès du MES. Alors, le problème, c'est que pour bénéficier de ces fonds du MES, il faut en faire la demande explicite, et en échange, il y a une conditionnalité. C'est les politiques d'ajustement structurel, c'est-à-dire de rétablissement des finances et de la tutelle qui est mise en place en Grèce, en Irlande, au Portugal, etc., en Espagne. En Espagne, non. Mais même si l'Espagne a elle aussi demandé une assistance. Bon, tout ça pour dire que le MES, c'est un mécanisme qui permet aux pays d'emprunter à des taux plus faibles. C'est ça que ça veut dire, par rapport au taux de marché. Mais en échange, ils doivent être mis sous tutelle. Ils doivent accepter la tutelle des créanciers. Donc, en fait, le coronavirus deviendrait une sorte d'opportunité colonialiste pour les pays les plus riches d'Europe, au détriment des pays les plus pauvres. Oui, mais non, parce que justement, c'était ce qui a été décidé à l'Eurogroupe. C'est que l'Italie ne voulait absolument pas d'une aide qui soit une aide conditionnée et sous tutelle. Donc, il y a eu un débat, et à l'issue du débat, les Néerlandais, les Allemands ont accepté qu'il n'y ait pas de tutelle, mais à une condition, les choses ne sont jamais simples, c'est que, premièrement, ces dépenses, ce financement soit plafonné à 2% du PIB. Alors pour l'Italie, ça veut dire qu'elle peut tirer, on va dire, 36 milliards d'euros sur le MES. Donc, ce n'est pas énorme en réalité. Les plans qu'on a sont bien plus que ça. Et en plus, deuxième condition, là aussi qui n'est pas la moindre, qui est que cet argent doit bénéficier uniquement au système hospitalier et sanitaire du pays, et non pas à l'aide aux entreprises ou à l'aide aux ménages. Donc, ce qui, évidemment, réduire le champ d'utilisation. Alors, c'est toujours mieux que rien, mais plusieurs choses. D'abord,
On a vu, c'est limité à la fois dans un secteur et en quantité, mais en plus, ça n'est intéressant que pour les pays qui empruntent des taux d'intérêt qui sont aux alentours qui sont supérieurs à 1 ou 2%, puisque le MES, il a aussi des intérêts. C'est-à-dire que pour un pays comme la France, par exemple, ou l'Allemagne, qui emprunte à taux zéro, aucun intérêt d'utiliser le mécanisme du MES. Donc, voilà. Alors, en réalité, c'est un mécanisme limité, un mécanisme plus de nature plus humanitaire qu'économique, un mécanisme dont on sait qu'il ne va pas fonctionner, que l'Union européenne propose pour faire face à cette énorme crise. Voilà, c'est-à-dire que ça sera marginal, de fait. Ça ne résoudra pas le problème économique. Ça donne un peu d'argent pour acheter des masques, si vous voulez. Bon, je caricature, mais à peine, en fait. Mais ça ne change pas profondément les problèmes économiques qui sont en train de se poser aujourd'hui dans l'Union européenne. Face aux divisions des États membres, un acteur purement technocratique, dont l'indépendance remet en cause la souveraineté des peuples, apparaît comme le seul à au moins essayer quelque chose. Il s'agit de la Banque centrale européenne. Christine Lagarde a annoncé 750 milliards d'euros. Alors, c'est pas si énorme que ça en réalité, mais ces 750 milliards d'euros de la Banque centrale européenne sont en fait consacrés à racheter des dettes publiques pour faire baisser justement les taux d'intérêt. D'ailleurs, on peut dire que si la Banque centrale européenne fait bien son travail, il n'y aura pratiquement même pas besoin du MES. Parce que l'objectif de la Banque centrale, c'est à force de racheter des obligations, des titres publics, eh bien, elle va faire baisser suffisamment les taux pour que l'Italie, l'Espagne et d'autres pays très durement touchés aujourd'hui puissent emprunter comme elle le souhaite. La deuxième chose qu'a fait la Banque centrale européenne, et là aussi elle le fait, et elle peut le faire parce qu'elle est totalement indépendante et qu'elle n'est pas soumise aux désirata des Allemands, des Néerlandais ou autres, elle fait un peu ce qu'elle veut, c'est d'autoriser les banques à mettre ce qu'on appelle un collatéral, c'est-à-dire lorsqu'elles demandent un financement de la Banque centrale, eh bien normalement elles doivent mettre en gage des titres extrêmement sécurisés, c'est-à-dire en général des dettes, par exemple la dette publique allemande. Mais ça, c'est très contraignant à un moment d'insécurité où beaucoup de titres sont plus sécurisés. Donc là, la Banque centrale européenne a dit, de toute façon, maintenant, vous pouvez me donner n'importe quoi, j'accepte tout en collatéral. Comme ça, je peux vous refinancer comme vous voulez. Et ça, c'est une grande aide aussi au système bancaire et au système économique. Finalement, aujourd'hui en Europe, la seule action réellement efficace, mais ça ne m'étonne pas parce que ça a été déjà ça en 2008, c'est l'action de la Banque centrale européenne. Ce qui pose problème parce que c'est justement une autorité qui n'est pas démocratique et qui agit en toute indépendance. Donc c'est-à-dire que les parlements, les décideurs politiques, finalement, sont incapables de gérer politiquement les choses et c'est une autorité indépendante comme la Banque centrale européenne qui va arriver et essayer d'éteindre l'incendie. Est-ce qu'on peut vraiment croire que la Banque centrale européenne, au-delà des petits cadeaux qu'elle peut faire, peut contrarier la volonté des Allemands, par exemple? En fait, la Banque centrale européenne a déjà contrarié la volonté des Allemands, puisqu'il y a une procédure judiciaire qui a été engagée contre la BCE, alors pas par les autorités officielles, mais tout de même en partie soutenue par une frange de la CDU, pour contester la légalité de la politique menée en soutien des dettes publiques. Finalement, la Cour de justice de l'Union européenne a dit que cette circulaire, il n'y a rien à voir. Et donc, même les Allemands n'arrivent pas totalement à contrôler ce qui se passe auprès de la Banque centrale européenne. Et ça a d'ailleurs entraîné aussi un certain nombre de partis anti-euro à se développer en Allemagne. Mais si la Banque centrale européenne ne poursuit pas les intérêts du plus gros pays, c'est-à-dire l'Allemagne et des pays riches de l'Union européenne, quel intérêt poursuit-elle? La Banque centrale européenne ne joue pas le jeu des classes populaires européennes. La Banque centrale européenne ne joue pas le jeu des classes populaires européennes. Elle ne joue pas le jeu forcément des pays individuellement. Elle joue sa propre préservation. Comme tout, c'est le conatus. C'est l'idée de persévérer dans son être. C'est-à-dire que la Banque centrale européenne, elle a besoin de sauver l'euro pour exister. Elle a besoin de sauver le système bancaire pour continuer là aussi d'éviter un effondrement de l'euro. Donc en fait, c'est assez paradoxal, mais la Banque centrale européenne, son seul et unique intérêt, c'est de sauver la monnaie unique, et elle emploiera tous les moyens à disposition pour le faire. Mais ce qui est bizarre, c'est que la monnaie unique, c'est une monnaie qui ne fonctionne pas, qui fonctionne très mal, qui n'est pas du tout adaptée à la diversité des économies européennes, et donc elle est prête à toutes les hétérodoxies pour sauver un truc qui, de toute façon, ne fonctionne pas. C'est ça qui est assez amusant. Elle se montre efficace à sauver quelque chose qui ne fonctionne pas, tandis que les États se montrent inefficaces à sauver quelque chose qui pourrait fonctionner. C'est ça, on peut dire que c'est ça. C'est pas l'État, c'est les États et même les administrations européennes, les institutions européennes qui en fait, doivent gérer des intérêts totalement contradictoires
et donc qui de fait ne peuvent pas fonctionner parce que il n'y a pas de possibilité de trouver un chef, si je puis dire, qui va faire la synthèse des intérêts contradictoires européens. En fait, le problème de l'Union européenne, c'est qu'elle est basée sur le mythe qu'il existe un intérêt européen, un intérêt supérieur qui serait évident à trouver. En fait, il n'y a pas d'intérêt supérieur européen, il y a un ensemble d'intérêts contradictoires. Et donc, quand on met autour d'une table des gens qui ont des intérêts contradictoires, on leur dit, voilà, trouvez l'intérêt européen, ben, en fait, rien ne sort. Rien ne sort et on n'est pas sorti de l'auberge. Et du coup, on se demande s'il existe des sorties de crise nationales que la France, par exemple, pourrait adopter sans l'aide des autres, alors même qu'elle n'a plus de souveraineté monétaire. Évoquons avec David Keila une possibilité a priori choquante, à première vue choquante, mais qui peut s'avérer la seule si la situation se dégrade fortement, rapidement sur les fronts économiques et financiers. La taxation forte, mais ponctuelle, de l'épargne des ménages et des entreprises. La taxation de l'épargne, c'est une possibilité. Alors, je ne veux pas non plus faire peur aux gens, hein. C'est une solution qui peut être mise en œuvre au moment où le système bancaire est en quasi faillite et où il faut trouver une manière d'éviter les pertes totales de l'épargne des gens. Et donc, certains économistes ou le FMI a dit, ben voilà, on peut taxer l'épargne des ménages. Alors, l'intérêt de cette taxation, encore une fois, hein, dans un moment de crise importante, c'est que ça permettrait d'organiser, on va dire, un peu mieux la répartition des pertes. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez un taux d'inflation, une inflation de 20%, ben de fait, en un an, de fait, c'est comme si vous étiez taxé de 20% de votre épargne. Mais l'inflation, elle touche tout le monde sans distinction. Alors que la taxation de l'épargne, eh bien, elle peut être organisée, c'est-à-dire on peut exonérer certains comptes, on peut taxer davantage. Alors bien sûr, on va dire oui, mais comment les riches, ils seront jamais taxés puisque eux, ce qui n'est pas faux, ils ont une épargne en actifs financiers ou en actifs immobiliers, par exemple, et là, c'est pas taxé. Alors que je pense que là, il y a un rétablissement de l'ISF qui est absolument nécessaire et éventuellement même un ISF ponctuel pour pouvoir taxer cette épargne qui n'est pas en épargne normale, qui est en actif financier. Et puis l'autre idée, c'est mais ils ne seront pas taxés parce qu'ils pourront mettre leur argent dans les paradis fiscaux avant même qu'on les taxe. Alors ça c'est faux. Je veux dire, c'est faux pour un gouvernement qui se veut responsable, puisqu'il est tout à fait possible et même assez facile d'empêcher les mouvements de capitaux au moment où on met en œuvre une taxe. C'est-à-dire que si on veut taxer vraiment l'épargne des riches, c'est tout à fait possible. Encore, évidemment, faut-il se donner les moyens d'interdire des mouvements de capitaux au moment où on veut mettre cette taxe en place. Le hic, c'est tout de même que cette idée peut être transformée en moyen de spoliation des classes moyennes, y compris des classes très très moyennes, peu à peu paupérisées. On a vu que ces dernières décennies, dans de nombreux pays, le taux d'imposition de ces catégories socio-professionnelles n'a pas cessé d'augmenter, tandis que dans le même temps, celui des riches n'a pas cessé de baisser. Une taxe spéciale de l'épargne pour sauver le système financier pourrait tout à fait emprunter les mêmes biais afin de protéger au maximum la classe possédante. Avant, pendant et après la crise du coronavirus, la guerre des classes demeure une réalité centrale. Les peuples devront se battre et encore se battre pour ne pas être complètement dépouillés.